Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour la dernière émission de La Voix est libre de la saison. Faut-il le rappeler? Mais dans 6 mois, vous êtes appelés à voter pour les élections régionales qui auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. Et à cette occasion, je reçois Virginie Calmès, tête de liste Les Républicains pour la future grande région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Bonjour Virginie Calmès, merci d'être avec nous sur le plateau de France 3. Bonjour Laïd Béritane. Vous êtes une enfant de la télé, si je puis dire, depuis toujours, femme en politique depuis peu, aux côtés d'Alain Juppé à Bordeaux. Quand on a dirigé les plus grandes entreprises comme NC Numérica, Canal+, Endemol France, Endemol Monde, question toute simple, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette marmite politique ? Écoutez, je crois que notre pays ne va pas bien et je crois que c'est important à un moment donné, au lieu d'être spectateur, de devenir acteur. Et donc c'est un peu ça que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire d'apporter une autre expertise et une autre expérience dans le monde politique. Effectivement, je suis un peu différente et je crois que les citoyens aspirent à ce que des gens comme moi, issus de la société civile, viennent essayer d'apporter leur pierre à l'édifice pour que la France aille mieux. C'est ça qui m'intéresse, c'est l'intérêt des Français, des citoyens et d'essayer de faire avancer les choses dans le bon sens. Et là, justement, avant de poursuivre sur tous les thèmes de cette campagne régionale, voici un rapide portrait de vous dressé par Fabrice Bidot. L'ascension politique de Virginie Calmès n'a rien à envier au scénario de la télé-réalité qu'elle connaît bien. En un peu plus d'un an, l'ancienne directrice générale d'Endemol est arrivée au premier plan. À 44 ans, elle a obtenu le 7 mai dernier, après quelques péripéties, l'investiture officielle de l'UMP pour conduire la liste en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Je pense que c'est une excellente candidature. Une femme, jeune, à la tête de liste, vous allez voir, très renouvelée, beaucoup de jeunes mères. Donc je crois qu'on a pour la Grande Aquitaine une très belle équipe. Tout a commencé l'an dernier lors des élections municipales à Bordeaux. Alain Juppé l'a choisi pour être au premier plan sur la liste et lui a confié le poste de premier adjoint chargé de l'économie. C'est lui qui l'a poussé dans cette nouvelle aventure. Elle a beaucoup d'atouts et d'ailleurs l'accueil qui a été réservé à la proposition que j'ai faite a été très favorable. D'abord en Gironde, où tous les parlementaires ont applaudi des deux mains, et les grands élus aussi. Dans cette campagne, Virginie Calmès n'a rien à perdre. Une défaite serait considérée comme logique, une victoire serait un coup d'éclat et tout serait alors possible dans le sillage d'Alain Juppé. Alors Virginie Calmès, premier sondage, et là on va rentrer dans le dur pour ces élections régionales, IFOP France Bleu pour Sud-Ouest. Second tour, on va le voir sur ces images, 49% pour la liste Rousset avec les autres listes de gauche. Vous êtes à 33% pour la liste des Républicains, unis avec l'UDI et le MoDem. Vous taquinez le président sortant, mais vous ne l'ébranlez pas. Je le taquine, vous oubliez de dire qu'au premier tour, on nous donne quasiment vraiment au même score, 29 pour moi et 30 pour lui. Comme vous venez de le dire, je n'ai qu'un an en politique, on n'a même pas commencé cette campagne, les têtes de liste départementales ne sont même pas nommées et ce sondage est plutôt au contraire. Et vous avez l'habitude de dire que vous avez 18 ans de retard, pratiquement, non? Non, c'est pas. J'ai dit en riant parce qu'on m'a dit vous commencez votre campagne en retard par rapport à Alain Rousset. J'ai répondu qu'effectivement j'étais non seulement en retard, mais que lui il avait 18 ans d'expérience derrière lui, mais surtout 3 mandats consécutifs. Moi, je pense qu'on peut porter des valeurs de renouvellement et que ce sondage montre, en étant aussi au coude à coude au premier tour, que tout est possible et que cette élection n'est pas jouée d'avance. Justement, on va quand même ausculter ce sondage. Autre enseignement de ce sondage, c'est le fort taux le fort score du Front National. Oui. Jusqu'à maintenant, il est absent dans les 3 départements depuis 2010. C'est plus le cas en 2015. Faut-il s'en inquiéter, Virginie Calmès? Ça veut dire peut-être que le bilan des sortants n'est pas très bon et que les citoyens manifestent dans les urnes et dans des propositions éventuelles de vote leur mécontentement. Et c'est aussi pour ça que je m'engage. C'est que je crois qu'il peut y avoir d'autres solutions à des problèmes qui sont réels. Le Front National, souvent, met en exergue des problèmes réels, n'apporte pas, selon moi, les bonnes solutions. Donc je pense qu'on peut apporter un autre programme, un autre projet et surtout construire et créer de la valeur pour notre territoire. C'est ça que je vais essayer de m'efforcer de faire. Mais force est de constater que le bilan des sortants n'est pas un bon bilan et est assez désastreux. On va quand même regarder de plus près, à travers le commentaire de Marine Guigné, justement le détail de ce sondage IFOP pour Sud-Ouest et France Bleu. À la question si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour des élections régionales, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez, les personnes interrogées ont placé en tête le Parti socialiste avec 30%, suivi des Républicains 29%, en troisième position le Front National 19%, puis à moins de 10% Europe Écologie Les Verts, le Front de gauche et Debout la France.
Au second tour, ce serait donc une triangulaire entre le candidat du PS Alain Rousset, la républicaine Virginie Calmels et le candidat du FN encore inconnu. Et c'est le PS qui l'emporterait avec 49% des intentions de vote, devant les Républicains 33% et le FN 18%. Virginie Calmels, si on regarde justement le verre à moitié plein, effectivement, au premier tour, là, vous taquinez beaucoup plus le président sortant. Vous faites mieux que Xavier Darcos en 2010, qui avait fait 22%, je crois, au premier tour, à l'époque. Ça veut dire que tout est possible, même si cette fois-ci... Alors, à l'époque, il y avait effectivement une candidature MoDem, celle de Jean Lassalle. C'est peut-être pas le cas maintenant ? Écoutez, moi je crois qu'il faut travailler à une liste d'union, que les citoyens n'ont pas envie de se faire dicter leurs projets par des petits jeux d'appareils, que nous portons des valeurs communes, que nous avons envie d'un renouvellement, nous avons envie d'incarner autre chose pour cette grande région, et c'est ça qu'on va s'efforcer de faire tous ensemble. J'ai quand même noté que vous n'avez plus de réservoir de voix, si bien sûr intention de vote veut dire élection. Mais vous savez, je crois, moi je suis une femme de la société civile, ces petits calculs politiciens, ça embête les gens, ça embête les gens comme moi. Vous n'allez pas rentrer dedans ? Non, je n'ai pas envie. Là, ce que vous me dites, c'est quoi ? C'est des petits jeux de réserve de voix. Parlons pas en réserve de voix, parlons en projet, parlons en renouveau, parlons en qu'est-ce qu'on va effectivement apporter aux citoyens. Et donc savoir que M. Rousset pourrait faire alliance avec le Front de gauche, avec les écologistes, qui est un peu l'issue de ce sondage, en disant, bah tiens, soudain, au deuxième tour, ils se retrouvent tous ensemble. Ça m'étonne parce que j'ai l'impression qu'entre eux, ils ont pas mal de divergences dans le projet. Moi, je crois qu'en faisant la liste d'union dès le départ, d'abord, on épargnera aux citoyens qui ont voté pour nous des petits jeux d'appareils. L'épisode de 2010, par exemple, comme l'épisode de 2004. Oui, mais écoutez, moi, je regarde l'avenir. En même temps, il est important de regarder l'histoire. Bien sûr qu'il faut regarder l'histoire et en tenir compte, mais moi, je crois, et c'est ce à quoi je m'efforce, moi, je crois en une liste d'union. Je crois que les gens doivent savoir pour qui ils votent, pour quel projet, et qu'il n'y ait pas de petites tractations entre partis politiques, entre les deux scrutins. Ça veut dire que l'équipe qu'ils auront choisie pour le premier tour, ce sera la même pour le second. Précisément, je vous prends au mot, pour partir en campagne, il faut une équipe, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Elles sont constituées ? Elles sont en cours et on va les têtes de liste sont déjà annoncées ? On va annoncer les têtes de liste départementales. Dans la Vienne, c'est pas un secret, c'est... Vous dites c'est pas un secret, je vous explique, on va les annoncer et tout ensemble dans les tout prochains jours, en tout cas avant l'été. Il n'y a peut-être pas de scoop dans la Vienne, mais une fois encore, je me tiens à mon calendrier si vous me le permettez, donc j'annoncerai les 12 têtes de liste en même temps. Très bien, moi si je vous les donne, sans passer par les 12, mais celle qui nous intéresse, celle du Poitou-Charentes, Olivier Chartier pour la Vienne, vous dites pas non. Je crois que c'est assez légitime, voilà ce que je vous répondrai. Charentes, Xavier Bonnefond, vous ne dites pas non plus. Écoutez, les personnes que vous citez ont une forte légitimité sur ce territoire. Charente-Maritime, Hervé Blanchet, vous ne dites pas non, maire de Rochefort. Vous êtes très fort. Non, mais est-ce que c'est crédible, légitime? C'est tout à fait crédible. Moi, ce qui m'importe, une fois encore, c'est les meilleurs candidats aux meilleurs endroits, qu'ils soient légitimes. Les noms que vous me citez sont tellement légitimes qu'il y a de fortes chances pour que vous les retrouviez comme des têtes de liste départementales très bientôt. Oui, mais vous avez entendu, je ne vous ai cité que des hommes. Il n'y a pas de femmes. Mais soyez rassurés, cette région contient 12 départements et vous verrez. Mais une fois encore, laissez-moi donc mon tempo. Je dévoilerai mes têtes de liste départementales en temps et en heure. Mais soyez aussi assurés que je suis une femme et que je suis attachée à la représentation des femmes, y compris aux plus hautes fonctions, donc dans les têtes de liste départementales également. Donc vous en tiendrez compte. Bien évidemment. Et alors, dernière question, même si vous n'allez pas le dévoiler aujourd'hui, ce seront des listes d'union? Bien évidemment. Républicains, MoDem, UDI. Et n'oubliez pas les citoyens, je suis une femme de la société civile attachée à ça, et donc c'est effectivement une grande liste d'union de gens qui ont des valeurs communes, et c'est effectivement ces valeurs qui nous réunissent, les Républicains, le MoDem, l'UDI et la société civile. Virginie Calmels, le président sortant Alain Rousset, Parti Socialiste, 18 ans, vous prononciez tout à l'heure, avec 18 ans d'avance ou 18 ans de bilan. Vous, précisément, sur quoi allez-vous accrocher votre campagne, précisément? Écoutez, je crois que d'abord et avant tout, il est important peut-être aussi d'incarner du renouveau et de justement pas se contenter d'avoir toujours les mêmes qui briguent les mêmes mandats aussi longtemps. Ils brigueraient un 4e mandat, c'est-à-dire qu'ils voudraient diriger cette région pour 24 années. C'est long, vous savez. Moi, je suis une femme d'entreprise, je sais qu'au bout d'un moment, et c'est pas une critique à son endroit, c'est normal, on s'use un peu, on a besoin de renouveau, on a besoin de changement. Donc j'apporterai d'abord une nouvelle énergie, un nouveau regard, peut-être une autre façon de faire de la politique. Vous allez être critique vis-à-vis de son bilan? Je suis pas. Vous allez être
critique vis-à-vis de son bilan ou pas? Parce qu'il a un bilan, 3 bilans consécutifs. Si vous me permettez, je termine juste ma phrase. Je ne suis pas une femme politique, donc j'apporterai ça aussi, c'est-à-dire une façon peut-être un tout petit peu différente d'appréhender les problèmes et les discours. Après, la critique vis-à-vis... Vous avez regardé son action? Je réponds à votre question sur la critique vis-à-vis de son bilan. Il est évident, mais les citoyens le feront tout seuls. Je ne suis pas là. Les citoyens, vous savez, quand ils préconisent tel ou tel, s'ils le portent à nouveau à la région pour 24 années, ça voudra dire qu'ils applaudissent son bilan. Moi, ce que j'en vois de son bilan, c'est des bonnes choses dans certains domaines, notamment la politique industrielle, les grandes filières, c'est très bien. Les infrastructures. Et puis beaucoup de choses qui ne sont pas satisfaisantes. Moi, je n'ai pas envie que nos sortants nous expliquent, dormez braves gens, nous additionnons 3 taux de chômage, nous additionnons 3 taux d'endettement et nous allons diriger cette région comme nous l'avons toujours fait avec une politique socialiste qui mène, excusez-moi, je finis juste, au chômage et au chômage des jeunes notamment, ce qui est un vrai problème aujourd'hui pour les citoyens. Virginie Calmes, si je vous donne 3 exemples d'un bilan d'Alain Rousset, l'A65 Bordeaux-Pau, vous l'auriez fait, c'est favorable. Écoutez, oui, on peut pas être contre. Non, mais là encore, vous savez, c'est comme si vous me parlez du tramway à Bordeaux ou autre chose. Heureusement que l'intérêt général prime, heureusement parfois, sur un grand nombre de décisions. Sur la LGV, c'est pareil. On ne peut pas être contre. C'est plus contestable ce que vous me dites là. Il ne faut pas être aussi radical. La LGV et la grande vitesse est quelque chose d'essentiel pour désenclaver des territoires et pour s'inscrire dans la modernité. Mais à quel prix? Si on n'a pas les moyens de ces ambitions, vous savez, annoncer des choses qu'on n'est pas capable de délivrer derrière parce que les finances publiques vont mal, qu'on a 2000 milliards de dettes dans ce pays, c'est des promesses non tenues de politiciens ou, pardon, de vous dire que si on peut aussi contester ce genre d'affirmation. Et justement, il n'y a pas que vous qui constatez, d'autres élus justement de la région et pas des moindres. Le médiateur Jean Auroux, qui était chez nous cette semaine à Poitiers pour présenter ses préconisations, et vous voyez, et vous l'avez entendu cette semaine, elles ne plaisent pas à tout le monde. Il y a des bons et des mauvais points dans ce dossier-là. Avant de vous entendre sur ce dossier de la LGV, voyez le reportage de François Gibert et Laurent Gauthier. Les élus attendaient de pied ferme Jean Auroux, bien décidé à ne pas se contenter de regarder passer les trains. Chacun s'est accordé à dire qu'il y avait eu des avancées. Je pense qu'il faut aussi mettre ça en perspective dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé une clause de revoyure. Après 18 mois de mise en service, on regarde là où il y a besoin de renforcer les liaisons. Ce chantier a été sous-financé, reprochent certains élus. Avec 40% de financement public, la ligne Sud-Est Atlantique est loin derrière les 78% de la ligne Lyon-Méditerranée. La région, qui avait refusé en 2011 de financer le chantier, pourrait revenir sur sa décision. Si les reproches que nous avions faits en 2009 ne sont plus justifiés en 2015, en 2016, nous pouvons envisager effectivement de repenser les choses. L'État a été pour le moins optimiste, pour ne pas dire imprudent, en promettant beaucoup pour avoir un financement public qui était insuffisant du côté national. On a fait appel aux collectivités locales et on leur a promis peut-être plus qu'on était en mesure de tenir. C'est là où l'État aussi a sa part de responsabilité. Jean Auroux qui rappelle aussi aux élus que même s'il a encore le pouvoir de faire bouger les choses, il n'est pas maître de la décision. Calmes, vous comprenez justement certains élus, et notamment les élus charentais, qui dans cette histoire se disent nous finalement on est les grands perdants de cette LGV. Mais oui, mais c'est un vrai sujet. Pourquoi ils se disent ça? Parce que la région Poitou-Charentes n'a pas voulu financer et aujourd'hui la région Poitou-Charentes... Et l'État a fait des promesses qu'il ne peut pas tenir non plus. C'est ce que nous dit Jean Auroux. On va essayer évidemment de peser dans cette décision. Mais la région Poitou-Charentes n'a pas rempli ses obligations du point de vue du financement et du coup ça l'affaiblit considérablement dans la négociation vis-à-vis de la SNCF et vis-à-vis de l'État. Ceci dit, on est sur un autre collectivités... problème, parce que le fond du problème ici, on est sur un mariage à 3, RFF, SNCF et Vinci, entre 2 partenaires publics et un partenaire privé. Et on voit bien qu'effectivement, le mariage à 3 fonctionne mal, parce que les intérêts ne sont pas effectivement identiques. Mais si l'intérêt à la fin, mon cher Laïd, c'est l'intérêt des citoyens, et c'est l'intérêt des citoyens dans sa globalité, des usagers, bien évidemment, de la LGV, mais aussi des citoyens qui payent des impôts. C'est ça qu'il faut regarder, c'est la totalité. Donc la grande région, elle dirait quoi par rapport à ce dossier-là? La grande région, si vous deviez être président d'une région... Très clairement, elle dit il ne faut pas que les collectivités territoriales, et notamment Poitiers, Châtellerault ou
Angoulême, qui ont contribué, soient les dindons de la farce. Ce n'est pas admissible et il faut qu'on prenne en considération l'intérêt de ces collectivités qui ont financé en plus cette ligne dans le calcul même du nombre de liaisons et d'arrêts dans ces villes. Mais là encore... Sous-entendu, vous demandez est-ce que la région Poitou-Charentes revienne au pot et remette au pot, revienne au pot pour pouvoir financer ce qu'elle n'a pas donné? Vous savez, là, il y a un problème de timing. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas me demander, moi, si je suis future présidente, de refaire ce qui n'a pas été fait visiblement, il y a des années. C'est ce que dit Jean-François Macaire. Finalement, il pourrait revoir sa copie, lui aussi. Mais je pense que c'est intéressant qu'il raisonne aussi comme ça. Mais il y a un moment donné, il faut essayer d'avoir de la cohérence. Vous voyez, c'est toujours un peu inquiétant de voir j'avance, je recule, je ne finance plus, finalement, je suis prêt à financer. Soyons cohérents, ayons de la vision, ayons de la visibilité. Je crois que c'est ce qu'on attend d'un président de région, c'est d'avoir de la hauteur et de la vision dans le temps et de surtout avoir de la cohérence dans ses décisions. Pourquoi je vous pose cette question? Pour moi, la ligne à grande vitesse, c'est la modernité et bien évidemment en Poitou-Charentes, c'est essentiel que les villes qui ont contribué puissent être desservies à la hauteur de leurs attentes. L'enjeu politique, il n'est pas compliqué. On voit effectivement qu'une stratégie contradictoire entre un président actuel, Poitou-Charentes, qui ne dit pas forcément la même chose que le président aquitain, vous allez justement souligner les contradictions au sein de ces trois régions qui n'ont pas forcément les mêmes discours, les trois présidents socialistes. Mais moi, je n'ai pas envie de faire de la politique politicienne. Tout le monde voit, tous les citoyens devant leur télé voient bien qu'ils ne s'entendent pas, qu'ils ne sont pas d'accord sur tout, qu'il n'y a pas de vision. Moi, ce n'est pas ça mon sujet. Moi, c'est de porter un projet qui soit cohérent, d'avoir l'union de tous sur ce projet-là. Leur petite bisbille entre eux, ce n'est pas mon sujet. Moi, je ne suis pas là pour faire de l'attaque, vous voyez, la basse attaque. Non, le principe, c'est simplement que tout le monde comprendra qu'effectivement, visiblement, chez les socialistes, c'est un peu compliqué. Nous, on a une forme de cohérence, on sait ce qu'on veut, on sait comment essayer de se mettre au service des citoyens en proximité et également de porter des grands projets de long terme pour faire de cette grande région, non pas une crainte, non pas une peur pour les habitants, mais au contraire une opportunité pour peser plus lourd dans les décisions, y compris par exemple quand il s'agit de négocier avec l'État sur des investissements de cette taille-là. Travailler dur, Virginie Calmès, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques jours, il y a eu une manifestation, c'était samedi dernier à Guéret, justement, contre la suppression des services publics, et vous n'y étiez pas, Virginie Calmès. Contrairement à Alain Rousset. Et vous pensez que ça aurait été ma place d'aller manifester à Guéret? Alain Rousset, c'était sa place? Je ne suis pas certaine, non, mais les citoyens jugeront. Je vais vous dire, je pense qu'à un moment donné, là encore, ayons de la cohérence. On ne peut pas d'un côté se mettre en tête de cortège pour être sur les photos et montrer un soutien à des gens qui souffrent et qui ont des vraies revendications qui peuvent être légitimes. Je veux dire, il nous faut davantage de services publics, mais on sait qu'on a une contrainte financière. Donc la solution, elle va passer par quoi? Pas par moins de services publics, par mieux gérer ces services publics, parce qu'on sera plus efficace dans la dépense publique. Donc je ne pense pas que ce soit d'être en tête de cortège qui résolve les problèmes. Vous dites démagogie. Je pense qu'il faut, oui un peu, je pense qu'il vaut mieux gérer et je pense qu'il faut arrêter d'augmenter les dépenses de fonctionnement au profit de très grosses administrations très complexes où les citoyens ne se retrouvent pas et au détriment de l'investissement, parce que ce sont les dépenses d'investissement qui font les services publics auxquels les citoyens prétendent et ont envie que la France continue à être plutôt remarquable dans la matière. Virginie Calmès, précisément, cette réforme territoriale, il n'empêche, elle est imposée par la gauche, elle suscite beaucoup d'inquiétudes et c'est légitime, hein, vous l'entendez, vous le comprenez. Est-ce qu'elle vise avant tout, ce que vous êtes en train de nous dire en substance, cette réforme territoriale vise à faire des économies? Non, les socialistes nous ont expliqué exactement le contraire. Et Alain Rousset, le premier, en nous disant que cette réforme territoriale va conduire à davantage de dépenses et tout ça va être beaucoup plus onéreux. André Valigny qui disait entre 10 et 15 milliards, secrétaire d'État à la réforme territoriale. En l'occurrence, une fois encore, moi je suis une citoyenne comme les autres, je travaille, je paye mes impôts. On ne peut plus entendre ça. C'est insupportable d'avoir des dirigeants politiques responsables qui aujourd'hui, en 2015, nous disent... Non, ils ne nous mentent pas. Ils nous promettent quoi? Ils nous promettent des dépenses supplémentaires. C'est ce que M. Rousset, président des régions de France, nous explique. Eh bien, à ce moment-là, j'ai envie de dire, changer de métier. Parce qu'il y a un moment donné, avec autant d'argent public, on ne peut pas continuer à expliquer aux citoyens qu'on fait des réformes qui vont coûter de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peser sur les impôts des
citoyens et des entreprises. Donc, qu'est-ce qu'il faut entendre en ce qui vous concerne? Ça veut dire que Est-ce que pour vous promettez sang et larmes, comme on dit, ou pas? C'est pas du sang et des larmes, vous savez, moi je crois, et ça c'est des caricatures, je crois qu'on peut diriger, je l'ai fait dans mes entreprises, on peut diriger des entreprises sans du sang et des larmes, simplement avec de l'envie, de la motivation, de la récompense, du leadership. Je pense que les fonctionnaires eux-mêmes y aspirent et que c'est une caricature de croire que les fonctionnaires veulent rien changer. Ils ont aussi envie et ils ont aussi besoin. Est-ce que vous tiendrez le discours de la vérité durant vos 6 mois de campagne? Est-ce que vous allez tenir un discours effectivement de vérité vis-à-vis effectivement des citoyens électeurs? Mais bien sûr qu'il faut tenir un discours de vérité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est un discours de vérité. C'est de dire qu'on ne pourra pas se contenter de dire on additionne 3 régions, dormez braves gens, et ça coûtera plus cher. Parce que ce n'est pas audible. Parce que notre devoir, et si les électeurs me nomment à la tête de cette région, c'est de gérer au mieux cet argent public, de continuer à rassurer nos citoyens pour avoir les meilleurs services publics et partout sur l'ensemble du territoire, mais pas au détriment parce qu'on fait des promesses électoralistes ou parce qu'on n'a pas envie d'avoir des sujets avec les uns ou les autres, de dire de toute façon ça va coûter plus cher et on va augmenter les dépenses. Virginie Calmels, on va les entendre justement. Inquiétude notamment dans le monde enseignant, personnel académique qui s'inquiète. Alors ici, polémique sur le rectorat, toujours Limoges ou Poitiers. On va voir d'abord le reportage de Élodie Girard et Thomas Chapuzot et vous me direz ce que vous en pensez. Les chiffres sont sans appel. 310 000 élèves et 20 000 enseignants d'un côté, presque 3 fois moins de l'autre. Sur le papier, le rectorat de Poitiers est donc bien placé pour décrocher la gouvernance d'une académie agrandie. Le patron de Poitou-Charentes ne s'est d'ailleurs pas privé de le rappeler ces dernières semaines. Un refrain qui, on s'en doute, a fait grincer quelques dents en Limousin. Les problèmes qui sont traités sont des problèmes qui doivent être traités en proximité et éloigner les centres de décision, ce ne serait pas une bonne chose. Donc aujourd'hui, après quelques discussions avec Jean-François Macaire, peut-être une petite période d'incompréhension, nous sommes bien d'accord, nous avons communiqué ensemble, nous souhaitons le maintien de nos 2 rectorats. Un point de vue également partagé par le président de la région Aquitaine, Alain Rousset. Mais à mon avis, regrouper Limoges et Poitiers n'est pas une bonne chose, c'est revenir 40 ans en arrière. Et pourtant, entre Limoges et Poitiers, il faudrait choisir. C'est en tout cas le souhait du préfet de la future grande région. Un rectorat pour l'Aquitaine et un autre pour le Limousin et le Poitou-Charentes. À Limoges, il y a quelques jours, les personnels académiques ont manifesté leur inquiétude face à d'éventuelles mutations ou suppressions de postes. Des craintes partagées en Poitou-Charentes, des craintes qui en appellent d'autres. Par exemple, comment vont se faire les affectations en établissement? Est-ce qu'on peut être nommé à Guéret ou à Saintes? Vous voyez, voilà. Est-ce que le périmètre des affectations sera aussi large que les 2 académies actuelles? Et puis, comment vont s'organiser les établissements? Tout ça, on est dans le flou. Alors, y aura-t-il fusion des rectorats ou pas? La décision sera prise courant juillet, ce qui laisse aux régions peu de temps pour plaider leur cause. Virginie Calmels, les lycées, c'est de la compétence, justement, de la région. Que répondez-vous au personnel académique? Parce que la question est simple, justement, dans la fusion d'un projet comme celui-ci. Un rectorat, 2 rectorats, on maintient le statu quo, oui ou non? Alors, d'abord, il faut aussi dissocier ce qui est du ressort de l'État et du préfet préfigurateur et ce qui sera du ressort d'un président de région, par exemple. Donc moi, vous m'avez interrogé tout à l'heure sur l'organisation de la région. Et là, j'ai vraiment une vision assez claire et du fait de garder des centres de décision décentralisés sur l'ensemble de la région. Comme dit le président Rousset, des fonctions support qui ne veulent rien dire finalement, ou tout dire et rien dire à la fois. Ce qu'il faut, c'est garder de la proximité dans la décision pour que cette décision ait du sens. Donc il y a des domaines d'activité qui font sens. Par exemple, si je prends le transfrontalier, tout le monde comprendra que ça aurait plus de sens d'être au Pays Basque que d'être à Limoges. Si je prends l'agriculture ou les forêts, peut-être qu'à Limoges, ça aurait plus de sens, et l'éducation à Poitiers, par exemple. Mais comment ne pas craindre le tropisme bordelais? On dit effectivement déjà ici à Poitiers que les fonctionnaires de catégorie A pourrait être aspiré vers la future capitale. Pas le faire. Pourquoi? Comment ne pas le craindre? Je vais vous dire, c'est un problème de décision, de leadership. Moi, je crois qu'il suffit, et c'est tout le sujet des hommes politiques, il faut à un moment donné prendre des responsabilités. Les hommes politiques ont peut-être parfois oublié qu'on était quand même devant les citoyens responsables de nos décisions et de nos résultats. Moi, ce qui m'importe, et je vous le dis très tranquillement, je ne suis pas pour la centralisation à Bordeaux des cadres A. Ce serait, de mon point de vue, un non-sens. Je pense qu'on ne dirige pas une région aussi grande que l'Autriche en taille et que le Danemark en population. 183 élus, futur conseil régional Aquitaine. Donc il sera à Bordeaux.
Le pouvoir politique, il sera à Bordeaux. Attendez. On est en train de parler de deux choses complètement distinctes. Le fait de tenir un conseil régional avec des élus, comme vous dites, 183, qui ne seront pas d'ailleurs toujours à Bordeaux, parce que si vous lisez bien les textes, ils ont prévu que ce ne soit pas forcément dans la capitale régionale que se tiennent un grand nombre de réunions. Oui. Mais ça, c'est un détail. Oui. Les réunions d'élus, ce qui est important sont les fonctionnaires qui travaillent tous les jours pour un certain nombre de directions, avec des thématiques qui sont très spécifiques et très différentes. Donc essayons de thématiser au mieux et de répartir nos personnels en fonction, là encore, de leur légitimité, de leurs compétences et de leur proximité avec les vrais enjeux. Et donc je ne suis pas favorable à la centralisation à Bordeaux des centres de décision. Voilà. Alors je vous pose la question différemment. Il y a 1000 agents à Poitiers, ils vont demain avoir un job à Poitiers. Voilà. Cette réforme territoriale n'était pas la vôtre, c'est pas celle de votre famille politique en tous les cas. En 2017, en cas d'alternance, vous la revoyez, cette réforme territoriale, ou non? Non. Une fois encore, vous savez, moi je suis une femme de l'entreprise, pas voilà, dans les jeux d'appareil politique. Ce que je vous donne, c'est mes convictions. Ce qui est certain, c'est que je suis une femme de pragmatisme. À partir du moment où une réforme a été votée, à partir du moment où elle est mise en œuvre, à partir du moment où on demande aux citoyens d'aller dans les urnes pour décider de qui va gérer cette région, moi je Votre sentiment, c'est une bonne ou une mauvaise réforme? Cette réforme telle qu'elle est présentée aujourd'hui? Écoutez, alors peut-être parce que moi je suis une femme positive et tournée vers l'avenir plutôt que vers le passé. In fine, c'est peut-être pas le découpage territorial que d'autres auraient fait, vous dites, dans ma famille politique. Ça a un certain nombre d'atouts et c'est vers ça que j'ai envie de me concentrer. Pour vous, la région, c'est la collectivité d'avenir? Ça reste la collectivité d'avenir? Bien sûr, d'abord parce que la région a beaucoup de moyens. Et ces moyens, il faut les mettre au profit des citoyens habitant cette région. Avec une autonomie fiscale? Si on va aller plus loin. Non, mais il faut en tout cas déjà de la cohérence fiscale, parce que quand vous regardez les politiques fiscales menées en Poitou-Charentes, en Aquitaine ou en Limousin, ce ne sont pas les mêmes. Donc une fois encore, il s'agit d'avoir une approche cohérente, une vision d'avenir et de tirer les atouts de cette région. Elle en a énormément. Moi, je suis fière d'appartenir au Sud-Ouest et je pense que beaucoup d'habitants de cette région sont fiers de leur région. Il y a des spécificités territoriales, il faut en tenir compte. Il ne faut pas faire de la sur-représentation bordelaise. Le chiffon blanc, le chiffon noir, en disant effectivement cette élection peut être, nous pourrions être les grands perdants de cette élection, en tous les cas les actuelles directions régionales. Mais bien sûr, il faut plutôt le vivre en positif. Après, une fois encore, ça dépendra de la politique menée par les uns et les autres. En tout cas, moi, ce que j'ai envie d'en faire, c'est clairement un atout pour les habitants de cette région, leur rendre la fierté d'habiter dans cette région et surtout de résoudre les problèmes qui se posent aux citoyens. La région ne peut pas démissionner d'un taux de chômage des jeunes qui augmente à la vitesse de l'éclair ou d'un taux de chômage si élevé dans notre pays et dans notre région. C'est là-dessus qu'il faut qu'on lutte et c'est là-dessus qu'on a les moyens pour ça. Parce qu'il y a beaucoup d'argent public. Virginie Calmels, c'est la fin de cette émission. Vous avez 6 mois pour faire campagne et justement démontrer ce que vous êtes en train de nous dire sur ce plateau. merci d'avoir été l'invité de La Voix est libre pour la dernière émission de la saison. Je vous retrouve avec plaisir début septembre justement pour entamer cette nouvelle séquence politique. Cette émission, vous pouvez la voir ou la revoir sur notre site internet poitou-charentes.france3.fr. Rendez-vous politique à noter précisément justement sur notre antenne cet après-midi 15h25, le documentaire sur Jean-Pierre Raffarin, L'autre force tranquille, documentaire signé Cyril Viguier, 15h25. Très bon après-midi à tous, bon week-end, tout de suite le midi pile, l'info en Poitou-Charentes. À très bientôt.